C'est bon? Là, vous êtes... Alors, attendez, non, là, je vous vois chez vous, en fait. Ah. Programmer, diffuser en direct. Là, je vous vois chez vous. Bon, ça devrait être bon. Je regarde chez moi. Ça y est. Eh ben, ça a été chaud, hein. Bon, alors, je vais voir si je vous entends parler. Ah, formidable, super, bravo. Ça marche? Vous êtes un as des as. Allez, je quitte le team viewer. Merci, et je coupe la ligne alors. Ok. Voilà, alors je sais pas, est-ce qu'on m'entend? Bon, bonjour Barbara, est-ce que le son est bon? Toujours un petit temps d'adaptation quand on commence. Bon, apparemment tout le monde m'entend. Parfait. Bon ben bonjour à tous pour cette petite séance de 30 minutes webinar sur les ordonnances moratoires. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes bien confinés chez vous et que la santé avant tout va bien. Et pour la santé des cabinets, ben, on est tous logés à la même enseigne, donc on essaiera de faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Alors comme on n'a pas beaucoup de temps, puisque c'est limité à 30 minutes et que je suppose qu'il y a beaucoup de questions, on va commencer directement à entrer dans le vif du sujet. Ce que j'ai à traiter aujourd'hui, je vais essayer de le faire le plus pédagogiquement possible, même si c'est assez complexe. Ce sont les adaptations des délais en matière de procédure pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire. Et on va envisager spécifiquement la procédure civile et les voies d'exécution. Alors, dans un premier temps, peut-être qu'il faut commencer par énumérer l'intégralité des textes qui nous intéressent relativement à ce sujet. Tout d'abord, il y a la circulaire de la chancellerie du 14 mars 2020. C'est celle qui a annoncé la fermeture des juridictions, même aux auxiliaires de justice que nous sommes, avocats, sauf pour ce qu'elle intitule, cette circulaire, les contentieux essentiels. Alors comment ces contentieux essentiels ont-ils été choisis? Mystère. En toute état de cause, on considère à la chancellerie que ce qui est essentiel, c'est le pénal, éventuellement un peu l'urgence en matière de droit de la famille et de mineurs, mais pour le reste, ça n'est pas essentiel. La procédure civile, commerciale, ne présente pas véritablement d'intérêt essentiel selon la chancellerie. C'est dommage. C'est le premier texte. Le deuxième texte, très important, c'est la loi numéro 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19. J'énumère d'abord les textes, on les envisagera ensuite un à un pour les détailler. Il y a également un texte important pour comprendre le mécanisme des deux ordonnances que nous allons examiner, le rapport au président de la République relatif à l'ordonnance numéro 2020-304 du 25 mars 2020. Il y a également, donc il y a le rapport, il y a également la circulaire de présentation de cette ordonnance. Vous avez la même chose pour la deuxième ordonnance que nous allons envisager, l'ordonnance numéro 2020-306, avec le rapport au président, parce qu'il y a beaucoup d'éléments d'informations qui sont apportés dans le rapport, mais surtout également dans la circulaire. Donc vous avez les deux ordonnances, les deux rapports, les deux circulaires qui suivent la loi du 23 mars 2020. Vous avez également, pour les voies d'exécution, l'ordonnance numéro 2020-331 qui est extrêmement limitée. Elle se contente de prolonger la trêve hivernale pour la reporter au 31 mai 2020. Vous avez également un communiqué de presse de la Chambre nationale des commissaires de justice, les huissiers de justice, du 30 mars 2020. Et puis j'ai préparé un petit document que je mettrai à votre disposition, qui reprend l'intégralité de ces textes
avec des liens hypertextes pour vous permettre d'aller les regarder quand vous en avez besoin, sans chaque fois avoir à rechercher ce texte. Donc ce document, je vous le mettrai. Il comporte également un lien hypertexte vers les 25 ordonnances qui ont été publiées au journal officiel le 26 mars 2020. Et un document qui est assez utile également, qui ne concerne pas seulement la procédure civile ou les voies d'exécution, mais qui concerne également les contrats. C'est un PowerPoint qui a été réalisé par le professeur Moustapha Meki, qui s'appelle « Gérer l'urgence, l'ordonnance du 25 mars 2020 ». Et ce PowerPoint, là aussi, il est mis gracieusement à la disposition de toutes les personnes intéressées par le professeur, et je vous ai mis le lien hypertexte qui vous permettra d'aller voir ce PowerPoint. Une fois qu'on a dressé la liste des documents et des textes qui nous intéressent aujourd'hui, envisageons-les un à un. Tout d'abord, le premier de ces textes, c'est la loi numéro 2020-290 du 23 mars 2020, intitulée « D'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 ». Dans cette loi, qui est assez dense, on ne va pas tout envisager, mais uniquement ce qui concerne le sujet d'aujourd'hui. Le principal article qui concerne le sujet d'aujourd'hui est l'article 4. Cet article 4 dispose que par dérogation à certaines dispositions du Code de la santé publique, l'état d'urgence sanitaire est déclaré pour une durée de 2 mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Donc on a la loi du 23 mars 2020 qui fixe la durée de la période d'état d'urgence sanitaire. La loi est du 23 mars, elle a été publiée au journal officiel le 24 mars. Dans la majorité des cas, l'entrée en vigueur d'une loi qui est publiée au journal officiel est le lendemain de sa publication au journal officiel, mais cette loi déroge à ce principe dans son article 22 et précise que la loi est d'application immédiate. Elle est donc applicable depuis sa publication à compter du 24 mars 2020. Elle fixe le délai de l'état d'urgence sanitaire pour 2 mois, 24 mars, 24 avril, 24 mai. On a donc une période d'état d'urgence sanitaire déterminée par l'article 4 de la loi qui est 24 mars au 24 mai 2020. Précision tout de suite, les alinéas qui suivent dans cet article 4 prévoient la possibilité d'abréger cette durée. L'état d'urgence, le gouvernement pourrait y mettre fin à partir du 1er mai par exemple, ou de prolonger cette durée. Alors, pour l'abréviation, c'est un décret en Conseil d'État. Pour la prolongation, il faudra solliciter une loi. Toujours dans la loi du 23 mars 2020, un autre article nous intéresse, c'est l'article 11 de cette loi, qui dans son deuxièmement au petit b et au petit c, offre la possibilité au gouvernement de légiférer par voie d'ordonnance dans les matières que constituent la procédure civile et les délais. C'est en vertu de cet article 11 et de ses deuxièmement petit c, petit b et petit c que le gouvernement a pris les ordonnances que nous allons examiner aujourd'hui. Donc ça, c'est pour le texte de loi qui est le texte fondateur. Les ordonnances ensuite. Alors je les envisagerai dans le désordre. Bon, elles sont du même jour, elles ont été publiées le même jour. Mais envisageons d'abord la première parce que c'est celle qui pose les principes. C'est l'ordonnance numéro 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période. Cette ordonnance, dans son article 2, nous donne les clés de ce que la circulaire appelle la période juridiquement protégée. C'est un peu fastidieux, mais il est très important de lire cet article 2. L'article 2 dispose: tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement
à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non-avenue ou déchéance d'un droit quelconque, et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er, sera réputé avoir été fait s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir dans la limite de 2 mois. Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un droit. Alors on va essayer d'expliquer cet article. Je suppose que vous avez déjà tous regardé les ordonnances, puisqu'elles ont été publiées déjà, ça fait pratiquement 15 jours, et que vous avez un petit peu la maîtrise. Néanmoins, on va revoir les bases. Donc, par ce texte, le gouvernement n'a pas décidé ni d'interrompre ni de suspendre les délais, qui sont des modalités classiques que nous connaissons en procédure civile. La suspension ou l'interruption d'un délai, c'est dans le code de procédure civile. Là, en l'occurrence, le gouvernement n'a fait le choix ni de l'un ni de l'autre, mais propose un aménagement des délais. Cet aménagement est une sorte de dérogation sui generis aux règles de la procédure civile. Alors, pour quelle raison il n'a opté ni pour la suspension ni pour l'interruption? Tout simplement parce qu'il voulait laisser le choix aux praticiens de pouvoir agir et délivrer les actes pendant la période concernée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une interdiction. On peut très bien délivrer un acte, si toutefois c'est possible, et cet acte sera recevable. Mais il est donc optionnel. Cet aménagement des délais est donc optionnel. Alors, quelle est la période concernée? L'article 2 que je viens de vous lire, d'abord il faut bien le cerner. Il essaie d'énumérer au maximum tous les actes possibles et tous les actes susceptibles de sanctions en énumérant toutes les sanctions possibles. Il n'est pas impossible qu'ils en aient oublié, c'est pas trop grave, parce que comme le gouvernement a été autorisé à légiférer par voie d'ordonnance, l'ordonnance n'aura de valeur légale, législative, que lorsqu'elle aura fait l'objet d'une loi de ratification. Et cette loi de ratification doit être publiée au plus tard, ou prise au plus tard, le 24 mai 2020. Par conséquent, à l'occasion de la loi de ratification, il pourra y avoir des ajustements et éventuellement des modifications apportées au texte si certains sujets ne sont pas abordés ou ont été oubliés. À ce titre, les circulaires que vous pourrez avoir à disposition dans le document que je vais vous adresser, enfin que je vais mettre à votre disposition, font in fine des circulaires, communiquent des adresses électroniques de la chancellerie qui invitent les personnes intéressées à poser des questions ou à faire part de difficultés. Ces questions et ces difficultés seront synthétisées pour, le cas échéant, permettre une modification des ordonnances par le biais de la loi de ratification. Donc n'hésitez pas, si vous avez un sujet particulier, à utiliser cette adresse électronique dans l'espoir qu'elle soit quand même suffisamment, une capacité suffisante pour accueillir toutes les questions qui pourraient être posées, de manière à ce que votre question puisse être traitée, éventuellement envisagée, si l'ordonnance n'y répondait pas. Ensuite, quel est le délai dont fait état l'article 2? Et ce délai, et c'est là que c'est la raison pour laquelle je venais d'abord sur l'ordonnance 306. Ce délai, il est posé au grand 1 de l'article 1 de l'ordonnance numéro 2020-306. Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'1 mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 qu'on a vu tout à l'heure de la loi du 23 mars 2020. Qu'est-ce que ça signifie, cette usine à gaz? Ça signifie que
il existe une période que la circulaire qualifie de période juridiquement protégée. Cette période juridiquement protégée ne coïncide pas avec l'état d'urgence, dont on a vu tout à l'heure que la loi du 23 mars 2020 le faisait débuter au 24 mars, pour s'achever pour l'instant, théoriquement, au 24 juin, avec possibilité au 24 mai, avec possibilité de prorogation ou de diminution. Donc, la période est différente puisqu'elle est antérieure, elle commence le 12 mars, et elle va s'achever un mois après la date de l'état d'urgence, de la cessation de l'état d'urgence sanitaire. Si on prend l'exemple de l'article 1er, de l'article 4 alinéa 1 de la loi du 23 mars 2020, pour l'instant, cette période juridiquement protégée serait le 12 mars 2020 jusqu'au 24 mai 2020, plus un mois, donc jusqu'au 24 juin 2020. Donc, au cours de cette période, le gouvernement a organisé un aménagement des délais. C'est la période juridiquement protégée. Alors, on va essayer de donner des exemples de cette illustration, mais avant d'envisager les exemples, continuons avec l'ordonnance numéro 2020-304. C'est l'ordonnance numéro 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire, statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété. Dans cette ordonnance, l'article le plus important est l'article 2, le plus important pour les procédures. Il précise les dispositions, et c'est là que les ordonnances se renvoient la balle, les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance numéro 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire sont applicables aux procédures devant les juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale. Par conséquent, la période juridiquement protégée, 12 mars au 24 juin, concerne les procédures et les délais applicables à l'ordre judiciaire. Sont exclus tout ce qui est la matière pénale, qui obéit à des règles différentes, et dans le grand 2 du petit 2 de l'article 2 de l'ordonnance 304, il y a des dérogations. 3 dérogations, le juge des libertés et de la détention, le JLD, les juridictions de mineurs et, nous le verrons, la procédure de saisie immobilière. Pour quelle raison? C'est curieux, mais c'est ainsi. Alors on va essayer de résumer un petit peu cette accumulation de textes pour que vous ayez bien en tête les schémas. Si vous avez, on prend en considération que l'état d'urgence sanitaire commence le 24 mars et s'achève le 24 mai. Premier point. Deuxième élément, la période juridiquement protégée. Elle est différente. Elle commence le 12 mars et elle s'achève un mois après la fin de l'état d'urgence, donc en l'état actuel, le 24 juin. À compter du 24 juin, vous devez réaliser, exécuter la formalité qui aurait dû se faire pendant cette période, entre le 12 mars et le 24 juin, vous devez réaliser l'acte que vous deviez réaliser dans le délai légalement imparti. On va l'illustrer par un exemple, c'est plus simple. Quelqu'un a interjeté appel d'un jugement le 15 janvier 2020. Si on applique les dispositions du Code de procédure civile, il dispose, à compter de sa déclaration d'appel, d'un délai de 3 mois pour conclure. 15 janvier, 15 février, 15 mars, 15 avril. 15 janvier, 15 février, 15 mars, 15 avril. Il a donc jusqu'au 15 avril pour conclure, à peine de caducité de son appel. Or, comme vous l'observez, 15 avril, nous nous trouvons en pleine période juridiquement protégée. Elle se situe bien entre le 12 mars et le 24 juin. Par conséquent, l'appelant
pourra bénéficier de l'aménagement du délai et pourra valablement faire délivrer, enfin notifier ses conclusions en appel dans un délai de 3 mois, théoriquement, à compter du 24 juin 2020. Ce serait la simplicité. Sauf que l'article 2 de l'ordonnance 306 limite la prorogation de délai à maximum 2 mois. Par conséquent, pour ce qui concerne le délai pour conclure en appel, vous allez avoir la possibilité de conclure ce délai de 3 mois, vous le comptez à compter du 24 juin, 24 juin, 24 juillet, 24 août, 24 septembre. Théoriquement, si on appliquait à la lettre les dispositions de l'article 908, vous pourriez, et combiné avec celles des ordonnances, vous pourriez conclure valablement jusqu'au 24 septembre. Sauf que la prorogation est prévue et vous permet 1 mois après la fin de l'état de cessation de la cessation de l'état d'urgence sanitaire, elle vous permet d'utiliser le délai légalement imparti, ici 3 mois, mais dans la limite de 2 mois. Donc vous ne pourrez valablement conclure que jusqu'au 24 août 2020. Pour d'autres exemples, par exemple en matière de péremption, en revanche, on va prendre un exemple où là, il n'y aura pas de bénéfice de la prorogation. En matière de péremption, si un délai commence, une péremption d'instance par exemple, le dernier acte de procédure est le 1er juillet 2018. La péremption sera acquise à l'issue du 1er juillet 2020. Est-ce que là, la prorogation prévue par les délais, par les ordonnances, va jouer? Eh bien non, puisque la date d'échéance de la péremption se situera, du moins en l'état actuel, au-delà du 24 juin 2020, qui est la période juridiquement protégée. Alors je suppose qu'il y a beaucoup de questions. J'envisage, il est déjà 11h21, l'application en matière de voie d'exécution. Alors pour tout ce qui est voie d'exécution, en dehors de la saisie immobilière, les voies d'exécution bénéficient de cet aménagement du délai. Aménagement, je le répète, qui n'est que provisoire et dérogatoire. C'est-à-dire qu'on peut quand même, si c'est possible, effectuer les actes au cours de cette période juridiquement protégée. Il est bien évident que si vous délivrez une saisie-attribution et qu'elle est dénoncée par l'huissier de justice à votre débiteur, le débiteur, lui, bénéficiera de la prorogation de délai et pourra effectuer une contestation dans le mois suivant la fin de la période juridiquement protégée. Donc ici, 24 juin, 24 juillet, il aura jusqu'au 24 juillet pour effectuer cette contestation. Donc, pour ce qui est, il en est de même pour les mesures conservatoires. Tout ce qui est voie d'exécution, en dehors de la saisie immobilière, le régime de droit commun extraordinaire, issu de ces deux ordonnances, s'applique. C'est-à-dire, à compter du 24 juin, on va pouvoir effectuer l'acte que l'on doit effectuer habituellement dans le délai imparti légalement. Si vous devez dénoncer l'acte dans les 8 jours, eh bien les 8 jours commenceront du 24 juin. Avec toujours pareil, cette date butoir de 2 mois maximum. Si vous devez contester la saisie-attribution dans le délai d'1 mois, 24 juin, 24 juillet. Si vous devez faire appel, 24 juin, 24 juillet, délai d'1 mois. Si vous devez faire appel d'une ordonnance de référé, 24 juillet plus 24 juin plus 15 jours. Ça, c'est le droit commun. Pour la saisie immobilière, la situation est totalement différente, puisque, curieusement, c'est la procédure la plus complexe, celle qui est soumise à des délais complexes, à des délais prescrits à peine de caducité pour la plupart, avec à la fois des délais en jours, des délais en mois, des délais en années pour la péremption du commandement. Et là, l'ordonnance numéro 304, elle organise une suspension. C'est l'article 2, grand 2, troisièmement. Les délais mentionnés aux articles L311-1 à L312-22-14 et R311-1 et R322-72 du Code des procédures civiles d'exécution, ce sont
les articles du Code des procédures civiles d'exécution, parties législatives et réglementaires qui régissent la saisie immobilière, eh bien, les textes indiquent les délais mentionnés à ces articles sont suspendus pendant la même période mentionnée à l'article 1er. Par conséquent, entre le 12 mars et le 24 juin, pour l'instant, les délais de la saisie immobilière sont suspendus. Alors, la différence avec le régime dérogatoire de droit commun, c'est que la suspension, c'est un régime plus compliqué, puisque les délais courus qui ont déjà commencé à courir jusqu'au 12 mars, il faudra les prendre en considération au moment où la suspension sera terminée. On ne met pas les compteurs à zéro. Si vous aviez 2 mois pour publier votre commandement et que, pour prendre un exemple simple, au 12 mars, 1 mois s'était déjà écoulé, vous ne bénéficierez pas d'un délai de 2 mois, qui est le délai légalement imparti, à compter du 24 juin pour publier votre commandement. Vous n'aurez qu'un mois, c'est-à-dire qu'il faudra tenir compte du délai déjà écoulé au 12 mars. Quand vous avez un délai en jours, ça risque parfois d'être un petit peu compliqué. Mais ça n'est pas insurmontable, car on prend le principe que la fin de l'état d'urgence sanitaire serait, tel qu'il est posé aujourd'hui par la loi, le 24 mai. Par conséquent, entre le 24 mai et le 24 juin, vous avez la possibilité de publier votre acte. Vous aurez, à compter du 24 juin, encore un mois supplémentaire. Mais rien ne vous interdit de le faire à compter du 24 mai. La question que je me pose sur la saisie immobilière, c'est que le texte ne prévoit pas d'aménagement et ne semble donc pas permettre d'option. Le texte dit les délais sont suspendus. Alors certes, ce ne sont que les délais qui sont suspendus. Mais pour autant, puisque les délais sont suspendus, peut-on faire délivrer des actes de saisie immobilière au cours de cette période? Serait-il valablement délivré? Puisqu'il y a une suspension des délais. La question se pose et pour l'instant, je n'ai pas la réponse à cette question. Donc en résumé, en essayant d'être le plus clair possible, on a bien un régime général qui va s'appliquer à tous les actes de procédure et qui permet d'exécuter valablement un acte qui est soumis à un délai qui peut être sanctionné par une péremption, irrecevabilité, il y a une énumération importante. Eh bien cet acte, s'il devait être réalisé au cours de la période juridiquement protégée entre le 12 mars et le 24 juin, le sera valablement s'il est effectué dans le délai légalement imparti, dans le délai par exemple de l'article 908, de le délai de 3 mois, dans la limite de 2 mois, à compter du 24 juin. J'espère que là c'est assez clair. Il y a notamment des schémas qui permettent de bien mesurer la compréhension de ce texte en matière de procédure et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je voulais aborder, mais je ne sais pas si j'ai le temps, les autres éléments de ces aménagements et notamment de l'ordonnance 304, notamment en matière d'organisation des audiences. Et ça me semble important. On a vu les actes, les formalités. Qu'en est-il pour notre quotidien? Comment est-on informé des audiences? Comment se déroulent les audiences? Que se passe-t-il pendant cette période? Et là, on est un petit peu soumis au bon vouloir des chefs de juridiction. Il y a quelques juridictions qui ont réussi, l'avenir nous dira si c'est une réussite, hein, mais qui sont parvenus à trouver des accords entre le barreau et les magistrats pour permettre de faire fonctionner pas seulement les contentieux essentiels au choix de la chancellerie, mais un petit peu tous les contentieux, notamment les contentieux avec représentation d'avocats obligatoire. Moi je pense que si nous avions des dossiers fixés après 2-3 ans de mise en état pour cette période du 12 mars au 24 juin, rien ne nous interdisait de pouvoir accepter que l'audience, que la procédure se fasse sans audience et que nous remettions nos dossiers par un système à définir quelque temps avant l'audience au greffe
pour que le magistrat puisse mettre l'affaire en délibéré et rendre un jugement, quitte parfois à proroger son délibéré si il n'a pas été en mesure d'obtenir les dossiers en temps utile, mais de manière à ce que les procédures avancent. Certaines juridictions comme Nantes, Tours, Carcassonne ou Lille y sont parvenues pour tout ce qui est procédure devant le tribunal judiciaire avec représentation obligatoire, et pour même certains référés. Pour la majorité des autres juridictions, c'est depuis le 16 mars fermeture de la juridiction, sauf pour les contentieux essentiels, et on n'a que très peu d'informations sur le sort des audiences au cours de cette période. Pourtant, l'ordonnance 304, donc 2020-304, donne des outils aux juridictions pour pouvoir faire face à cette situation. Tout d'abord, vous avez les articles 4 et 8 de l'ordonnance 304 qui permettent la suppression et le renvoi de l'audience. Tout d'abord, en ce qui concerne les audiences où interviennent des avocats, que ce soit en assistance ou en représentation obligatoire, ou même les justiciables qui auraient consenti à la réception des actes sur le portail Portalis, ça c'est le texte, alors que pour l'instant le portail Portalis il n'a pas l'air de fonctionner véritablement, eh bien dans ce cas-là, le greffe pourra communiquer avec les avocats ou avec les justiciables par voie électronique, RPVA, et en l'absence de RPVA, par un mail adressé au justiciable s'il a consenti à la réception des mails, ou sur le mail professionnel de l'avocat. L'information est alors donnée par tout moyen dans ce contexte, et malheureusement pour l'instant, en dehors du travail qui est effectué par le bâtonnier qui récupère certains rôles et qui les diffuse, je n'ai pas personnellement reçu de message du greffe m'avisant de tel ou tel sort relatif au dossier que je suivais. Vous avez également l'article 8 de l'ordonnance 304 qui permettrait d'avancer. Elle permet le maintien de la procédure sans audience lorsqu'il y a une représentation par avocat obligatoire. Et dans ce cas-là, il suffit par tout moyen que le greffe demande aux avocats concernés s'ils sont d'accord pour que la procédure se poursuive sans audience. Cet accord peut être contesté, enfin il n'y a pas besoin d'accord en réalité. Il y a une demande qui est formulée par le greffe, et s'il n'y a pas de contestation de l'avocat dans les 15 jours, il est présumé avoir accepté, et par conséquent la procédure peut se tenir sans audience. Alors pour la remise des dossiers, il faudrait également qu'il y ait une sorte de système qui soit mis en place, et les affaires pourraient être mises en délibéré. Ça a été mis en place par Madame Guémas à Grasse pour la procédure de saisie immobilière, en limitant cette possibilité aux prorogations de commandement, de manière à ce qu'elle n'en ait pas des centaines, j'exagère un petit peu, mais en tout cas de nombreux, à l'issue de la période juridiquement protégée, pour faire avancer les choses, et ainsi éviter un engorgement. Donc elle interroge pour chaque dossier, lorsque toutes les parties ont constitué avocat, elle leur demande s'ils acceptent le principe d'une procédure sans audience, et s'ils répondent favorablement, à ce moment-là, elle peut mettre son affaire en délibéré et rendre un jugement qui est communiqué par le greffe par tout moyen, parce que là encore, l'ordonnance 304 organise la possibilité de communication allégée entre le greffe et les avocats ou les auxiliaires de justice. Et pour cette période provisoire, il y a des dérogations et donc la possibilité de communiquer par tout moyen. Ainsi, il faut faire privilégier le RPVA, mais le texte laisse entendre que si vous communiquez vos conclusions par courrier électronique, et sous la réserve que le juge puisse s'assurer que le respect du contradictoire est respecté, eh bien cette communication par un simple mail professionnel pourrait être considérée comme valable. Voilà, je sais que c'est un peu dense, que c'est pas toujours simple, mais j'espère avoir été le plus clair possible, et n'hésitez pas si vous avez des questions. On en est à 34 minutes, pas évident de tout traiter en 34 minutes, mais n'hésitez pas. Je vois qu'apparemment il n'y a pas de...
Je vois pas de questions. Alors, quid de l'apparition des publicités entre le 12... Je vais essayer de répondre aux questions que je vois. Les publicités entre le 12 mars et le 24 juin pour une audience de vente de juin. Voilà, bonne question. Comme les délais sont suspendus, la publicité doit être réalisée selon le code de procédure civile d'exécution dans un délai compris entre 1 et 2 mois avant la date d'adjudication. Donc, si vous avez une date de vente le 24 juin, vous deviez faire votre publicité au plus tard le 24 mai et au plus tôt le 24 avril. Donc en pleine période juridiquement protégée. Sauf que la saisie immobilière, elle obéit à un régime un peu particulier puisque c'est une suspension des délais. Par conséquent, le problème risque de se poser si notamment l'état d'urgence la durée de l'état d'urgence était diminuée. Puisque le terme de la période juridiquement protégée, c'est 1 mois après la fin de l'état d'urgence, dont on a vu qu'elle pouvait être ou prorogée ou abrégée. Et si au 24 juin, l'état d'urgence a été arrêté au 1er mai, on va se trouver dans une difficulté, c'est que les publicités pouvaient être réalisées. Si elles ne le sont pas, eh bien malheureusement, il n'y a pas vraiment de solution. Il faudra faire avec le bon vouloir du juge de l'exécution, démontrer que, et c'était quand même assez évident, qu'il était difficile d'organiser les visites, les publicités au cours de cette période, et que on peut espérer que par application combinée de la loi du 23 mars 2020, de l'ordonnance 306, de l'ordonnance 304 et des dispositions de l'article R322-28 du code de procédure civile, des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution accepte un report de l'adjudication pour un cas de force majeure. Voilà. Mais voilà, on va être tributaire, dans certains cas, quand ce sera juste à la limite, du bon vouloir des juges de l'exécution. Alors il y a des solutions qui sont à la limite. Ce serait d'interjeter appel du jugement d'orientation et de solliciter un report sur le fondement de R322-19 dans l'hypothèse où on n'a pas pratiqué les publicités alors qu'on aurait pu le faire. Alors je sais que ce serait un recours abusif, mais néanmoins il permettrait peut-être d'éviter des catastrophes. Mais moi je suis d'un naturel relativement optimiste et je pense que dans ces circonstances, les juges de l'exécution feront preuve de pragmatisme et autoriseront ces reports d'adjudication. Sachez que pour toutes les audiences qui sont fixées ou qui étaient fixées au cours de la période juridiquement protégée, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de grâce va rendre des jugements ordonnant le report de l'adjudication à une audience pour l'instant qui est fixée au 23 juillet, qui est une audience qui a été rajoutée, où un certain nombre de ventes vont être renvoyées à cette date. Et puis, quand cette audience sera complète, eh bien, les délibérés seront rendus à une date un peu plus éloignée, puisque vous savez qu'en la matière, lorsque le juge de l'exécution fixe la date d'adjudication, il est tenu par des délais, il doit fixer cette date dans un délai compris entre 2 et 4 mois de son jugement. Par conséquent, les jugements seront rendus un peu plus tard, au cours du mois d'avril ou au cours du mois de mai, ce qui permettra des reports d'adjudication, toujours sur le fondement combiné de la loi du 23 mars, des ordonnances et du R322-28 à des audiences de septembre, ce qui évitera de faire des publicités inutiles et de faire des ventes dans la précipitation, dans l'intérêt à la fois des créanciers mais aussi des débiteurs, pour éviter que leur bien immobilier ne soit pas vendu à vil prix. Je regarde s'il y a d'autres questions. Quid du délai de 2 mois de la clause résolutoire, commandement de bail d'habitation? Le délai de 2 mois est-il reporté à la fin de la période d'urgence sanitaire? Oui, là, c'est vraiment l'article, c'est un article différent dans l'ordonnance 306 qui y répond. Je vais le reprendre. De mémoire, c'est l'article 5. Alors, vous avez les articles 4 et 5. Lorsqu'une convention ne peut être résiliée que durant une période déterminée, ou qu'elle est renouvelée en l'absence de dénonciation dans un délai déterminé, cette période ou ce délai sont prolongés s'ils expirent durant la période définie à l'article 1, au grand 1 de l'article 1, de 2 mois après la fin de cette période. Et vous avez l'article 4, plus précisément, les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires, ainsi que les clauses prévoyant une déchéance,
lorsqu'elles ont pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation dans un délai déterminé, payer le loyer commercial par exemple, sont réputées n'avoir pas pris cours ou produit effet si ce délai a expiré pendant la période définie au grand 1 de l'article 1er, la période juridiquement protégée, actuellement 24 mars, 24 juin. Pour les astreintes, elles prennent cours et les clauses produisent leur effet à compter de l'expiration d'un délai d'1 mois après la fin de cette période, si le débiteur n'a pas exécuté son obligation avant ce terme. Donc là, je pense que c'est clair, effectivement. Le délai de 2 mois de la clause résolutoire bénéficie de la prorogation spécifique de l'article 4 de l'ordonnance 306. Dans le même sens, les délais pour donner congé, il semble que le délai est aussi reporté à compter de la fin de la période sanitaire. Oui, tout à fait. En fait, l'article 2 de l'ordonnance 306 est assez clair. C'est tous les délais qui sont prescrits par la loi ou le règlement. Ça n'englobe pas les délais conventionnels. Si vous avez des délais qui sont prévus dans le contrat, ces délais ne bénéficient pas de l'aménagement. Il faudra faire appel à d'autres outils, qui sont les outils du Code civil, la force majeure, l'imprévision, l'exception d'inexécution, tous ces outils-là. Mais si c'est un délai prescrit par la loi ou le règlement, et c'est le cas du délai pour donner congé, il bénéficie de la prorogation. Voilà. La loi de 89 est bien une loi, c'est donc bien un délai prescrit par la loi, et ce délai étant prescrit par la loi ou le règlement, bénéficie de l'aménagement prévu par l'article 2. Je regarde s'il y a également... Pensez-vous que le délai de réflexion de 15 jours dans le divorce par consentement mutuel extrajudiciaire est concerné? Il semble qu'il y a débat entre les avocats et les notaires. Alors, ce délai de 15 jours étant un délai prévu par la loi, effectivement, il est, à mon sens, il rentre dans le cadre de l'aménagement des délais prévus par les ordonnances. Cependant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cet aménagement des délais, et c'est la raison pour laquelle les rédacteurs des ordonnances, qui, bon, on dit que c'est une usine à gaz, mais il faut quand même s'imaginer, il y a eu 25 ordonnances rédigées en très peu de temps, et les deux ordonnances 304 et 306, même s'il y a des maladresses, même s'il n'y a pas tout, je sais pas si nous aurions été capables de les rédiger dans un délai aussi court, pour essayer d'envisager toutes les situations. Alors, pour en revenir à la question, l'aménagement n'est qu'optionnel. Par conséquent, si les parties manifestent leur volonté de ne pas contester, mais il faudra qu'ils le fassent par écrit, donc il faudra prendre des précautions, ou rédiger ce qu'on appelle une clause de conseil donnée, on peut faire avancer les choses sans attendre la prorogation du délai. Maintenant, si la personne qui dispose de ce délai de réflexion ne se manifeste pas expressément, il faudra se montrer prudent, parce qu'elle pourra, même si elle le fait de mauvaise foi, se prévaloir de la prorogation de délai. Quid du délai de publication de commandement délivré le 4 mars 2020? Doit-on l'adresser quand même pour publication ou peut-on attendre le 24 mai pour le faire? Bien, je pense que dans la mesure où les délais sont suspendus, le commandement est délivré le 4 mars. Donc 4 mars pour publier 4 mars, 4 avril, 4 mai. Là, vous avez au 4 mars quelques jours seulement qui ont couru, 8 jours qui ont couru à compter de l'entrée en vigueur de la période juridiquement protégée. Par conséquent, vous bénéficierez d'un délai de 2 mois, moins 8 jours, pour publier votre commandement valablement au service de la publicité foncière, à compter du 24 juin. Donc après, à vous de voir. Moi, il y a quand même la question que je me pose. Le fait que, pour la saisie immobilière, le texte ait spécifiquement écarté cette matière, et pas la distribution, hein, que la saisie immobilière, en ordonnant une suspension des délais, est-ce que ça ne nous impose pas de ne pas faire d'acte pendant cette période? Voilà, comme je l'ai dit, hein, j'ai pas la réponse. Est-ce que j'oublie d'autres questions? Bon, il y a une foultitude de questions qui se posent, ça c'est certain. Mais je pense qu'il ne faut pas avoir peur. Les ordonnances sont quand même assez bien ficelées. Elles n'envisagent pas tout, mais elles laissent quand même un temps suffisant. La période, déjà,
12 mars, c'est même avant l'état d'urgence. Donc c'est 12 jours avant l'état d'urgence. Donc ça englobe pas mal de cas. Et puis il y a encore un délai supplémentaire d'1 mois après la fin de l'état d'urgence pour régulariser la situation. Donc on bénéficiera à la fois du délai que nous aurions dû respecter, 8 jours, 2 mois, 3 mois, augmenté d'1 mois, bon, malheureusement dans la limite du délai butoir de 2 mois, mais bon, dans l'ensemble, on devrait pouvoir y arriver. Si l'état d'urgence se termine le 24 mai, on pourra régulariser la plupart des dossiers entre le 24 mai et le 24 juin. Et si on n'a pas régularisé la plupart des dossiers entre le 24 mai et le 24 juin, on bénéficiera encore du délai légalement imparti pour faire l'acte à compter du 24 juin. C'est quand même pas mal. Bon, bah écoutez, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. J'espère avoir été suffisamment clair. Ce n'est pas toujours facile. Merci pour tous ceux qui ont eu la patience d'assister à ce petit webinar, ce Facebook direct. Merci surtout à Barbara Guigi de l'avoir organisé avec AJFR et d'avoir eu cette idée. Vous avez également d'autres interventions, notamment celle de Martine Bosque sur le divorce qui ont été faites la semaine vendredi dernier. Il y a eu Jean-Joël Governatori aussi qui est intervenu sur différents sujets, sur la légalité, mais également sur l'application des ordonnances relativement au contrat, en matière de contrat immobilier notamment. Je pense qu'on peut encore voir ces vidéos, n'hésitez pas. Vous avez également beaucoup de vidéos du professeur Moustapha Meki qui sont très claires. Il a bien notamment sur les formations pour les notaires, mais qui nous apporte pas mal d'éclaircissements sur la combinaison des ordonnances avec le droit des contrats, problème de délai de rétractation en matière de vente, et il envisage des outils pour remédier à ces situations lorsque les délais qui sont imposés ne le sont pas par la loi ou le règlement, mais sont conventionnels. Merci à tous. Je vous souhaite de passer de bonnes vacances de Pâques. Bon Pascal, un peu particulier, inédit dans l'histoire de l'humanité, et surtout de prendre soin de vous, et de vos proches, et puis de profiter, pour ceux qui sont dans la région, du beau temps, malgré ces difficultés. Et puis j'espère qu'on se reverra tous très prochainement au sein des palais de justice pour échanger et puis faire des formations qui sont quand même un peu plus agréables que celle qui est faite aujourd'hui et qui est un peu déshumanisée. Merci à tous, à très bientôt.